Le 19 mai, le président Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, mourait dans un crash d'hélicoptère, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Naturellement, un président ne meurt pas dans un crash d'hélicoptère sans qu'on se pose 2-3 questions. Et déjà, les scénarios abondent sur Internet. Alors, on va en faire un petit peu le tour et surtout essayer de les comparer à des scénarios similaires qui ont fait débat aussi à leur époque et qui peuvent vraiment nous éclairer sur ce qui s'est vraiment passé, ou en tout cas nous donner des outils de réflexion personnels, bien sûr, sans qu'on nous assène une version ou une autre et qu'on nous impose une version ou une autre. Donc, Ebrahim Raïssi est mort dans ce crash d'hélicoptère, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Et rapidement, on a comparé ça au fameux désastre de Smolensk, en Pologne, enfin donc au-dessus de la Russie, mais qui impliquait Lech Kaczynski, polonais, et que certains Polonais ont appelé Katyn II. En particulier Jarosław Kaczynski et Antoni Macierewicz du parti de droite Loi et Justice, qui ont clairement accusé la Russie. Ce n'est pas la version dominante, mais je peux tout à fait comprendre qu'elle soit crédible en Pologne, en particulier auprès de la droite polonaise. Et je peux comprendre aussi que les États-Unis veuillent la réfuter alors qu'elle accusait magnifiquement la Russie. Et d'habitude, les Américains sautent toujours sur la première occasion d'accuser la Russie. Il vient par exemple de paraître que même une source américaine très crédible a confirmé que Poutine n'avait pas ordonné l'assassinat de Navalny. Et ça, c'est complètement acté aujourd'hui, mais vous avez remarqué sans doute que le battage médiatique autour de ça a été très très réduit. Il n'y a pas eu d'excuses de la part de tous les chefs d'État qui ont affirmé immédiatement que Poutine avait ordonné et commandité bien sûr l'assassinat de Navalny dans sa cellule. Et alors qu'aujourd'hui, c'est une source américaine qui le confirme, il est complètement admis que ce n'est pas Poutine qui a ordonné l'assassinat de Navalny, si tant est que ce fut un assassinat, puisqu'il a pu faire éventuellement une réaction à certains produits qui furent à la mode il y a quelques années. Cela dit, je comprends que les Américains n'aient pas voulu porter la narration du Katyn II dans le cas polonais, parce que ça aurait montré la grande vulnérabilité d'un pays de l'OTAN. Et oui, si on peut buter comme ça un chef d'État ou un chef de gouvernement dans un pseudo-accident d'hélicoptère ou d'avion, en l'occurrence pour le désastre de Smolensk, et ça c'était en 2010, ça la fout mal pour l'OTAN, donc c'est tout aussi intéressant, en admettant même que ce fut vrai, que ce fussent bien les Russes qui étaient responsables de la mort de Lech Kaczynski. C'est pas très bon pour l'OTAN de l'admettre, donc je comprends que les Américains ne l'admettent pas, même sous l'hypothèse que ce serait vrai. Parce que vous pouvez vous dire, si c'est vrai, ça prouve bien que c'est pas vrai, puisque Washington ne l'admet pas. Si, en fait, même si c'était vrai, Washington n'aurait pas d'intérêt à l'admettre. Maintenant, donc, cette mort du président Raïssi, elle présente évidemment deux suspects immédiats. Le premier étant Israël, qui est en état de guerre larvée avec l'Iran, même si cette guerre est par proxy avec Ansar Allah, les Houthis au Yémen et le Hezbollah à la frontière libanaise, mais que quand c'est l'Iran qui frappe directement, on est plutôt sur une sorte d'échange à fleurs et mouchetés, en mode on envoie 300 vecteurs, mais vous allez voir, il se passera rien, on va bien faire en sorte de tirer nulle part, un peu comme le mec avec le revolver dans Pulp Fiction. Sauf qu'en l'occurrence, le mec avec le revolver dans le Pulp Fiction, il fait pas exprès, mais là, absolument tout laissait à penser que l'Iran avait fait exprès de ne rien toucher, ou presque, avec ses frappes récentes. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Alain Juillet, qui a même souligné d'ailleurs que le fait de non plus ne pas frapper pendant Shabbat, mais ne pas frapper aussi aux heures de prière avait été de l'acupuncture, mais en même temps, l'Iran avait voulu révéler certaines faiblesses dans la défense antiaérienne de sites stratégiques israéliens, et aussi, bien sûr, cartographier les radars, puisque quand vous activez les radars, vous pouvez cartographier, notamment avec la SEAD, Sead Suppression of Enemy Air Defense, ce qu'on appelait les dispositifs Wild Weasel, par lesquels vous pouvez cibler avec des missiles qui cherchent les radars, les installations au sol. Même si c'est un peu daté, les Israéliens étaient eux-mêmes très forts là-dedans, notamment dans la légendaire opération Mole Cricket, ou Cricket Mole, j'inverse toujours, par laquelle ils avaient détruit les défenses antiaériennes de façon préventive.
Alors, les 2 suspects pour moi sont clairement Israël et, ça va vous étonner, l'Iran elle-même. Je suis pas iranien, même si, on m'a présenté comme un agent chinois, algérien, marocain, américain, français, russe, ukrainien, oui bien sûr. Et j'ai dû en oublier, israélien, tout à fait. Et iranien, je l'avais pas encore, mais au cas où, je tiens à préciser que je ne suis pas un agent iranien, ce qui du coup me rend suspect de l'être. Mais ça me permet d'avoir une certaine liberté de ton. Et pour moi, il existe une possibilité, pas forcément égale au scénario israélien, on fait pas de la comparaison quantitative là, mais il existe une possibilité que ce soit une certaine faction au sein de l'Iran qui ait décidé de faire ça. Et on va l'explorer aussi. Je veux même commencer par là. Alors, des cas similaires. Vous avez le cas du général Patton. Alors, le général Patton, c'est un de mes héros. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est peut-être le plus grand général américain de la Deuxième Guerre mondiale avec Omar Bradley et Eisenhower. Bien sûr, en termes de tactique pure, c'est le plus grand. Et je lui voue une telle admiration que je suis allé fleurir sa tombe au Luxembourg. C'est vous dire l'admiration que je lui porte. Il a fait l'objet d'un très beau film avec un scénario de Francis Ford Coppola, dans lequel l'acteur principal, George C. Scott, a refusé l'Oscar. Et je le kiffe tellement avec son excellente poésie que j'en ai fait le boss de fin de mon jeu éducatif Guild of Logos, disponible sur les mobiles. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Patton est mort dans des circonstances étranges. Il a eu un accident de voiture et il se remettait, puis il est mort à l'hôpital. Et puis pendant bien sûr des années, on s'est dit voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On a un immense général américain qui est un des grands vainqueurs de la bataille des Ardennes avec Montgomery, qui meurt comme ça. C'est ballot, mais ça arrive après tout. Vous en avez des morts bizarres dans l'histoire. Je veux dire, vous avez le philosophe Chrysippe qui est mort d'une blague qu'il s'était racontée à lui-même. Il avait vu un âne manger des figues et il s'était dit mais pourquoi vous lui donnez pas un bon vin de garde pour arroser tout ça? Puis il s'était éclaté de rire et il était mort de rire, le mec. Bon, on peut pas vraiment voir une tentative de l'assassiner derrière. Maintenant, pour Patton, pourquoi c'est différent? Au moment de sa mort, c'était pas possible d'ouvrir la thèse qu'il ait été assassiné avec l'aide de la CIA, l'OSS, l'Office of Strategic Service, qui est donc l'ancêtre de la CIA. Et puis récemment, vous avez un bouquin qui est apparu par Robert Wilcox, qui s'appelle Target Patton. Il n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Et Wilcox y développe la théorie que Patton aurait été assassiné sur les ordres du chef de l'OSS, Wild Bill Donovan. Alors Wilcox prétend avoir interviewé Douglas Bazata, qui aurait confessé, donc un membre de l'OSS, un espion américain, qui aurait confessé avoir participé à l'orchestration de l'accident de voiture, qui a mené à la mort de Patton. D'après Bazata, rapporté dans le bouquin de Wilcox, l'accident initial n'a pas été suffisant, mais il était déjà prévu par l'OSS, et Patton aurait été ensuite empoisonné à l'hôpital pour s'assurer qu'il ne récupéra jamais. Alors cette théorie, elle suggère que Patton, évidemment, était une cible pour l'OSS, mais pourquoi? Parce que Patton, en fait, qui n'était pas du tout un politicien, on peut le comparer à De Gaulle, c'est l'opposé. De Gaulle n'était pas un général, pas vraiment un général, mais même en fait pas un général. De Gaulle, c'était bien plus un politicien, ce qui dans l'histoire de France est au-dessus quand c'est bien fait. De Gaulle a fait plusieurs décisions qui sont dignes d'un grand politicien, mais qu'aurait fait hurler un général. Par exemple, quand De Gaulle déclare que le débarquement en Normandie est le vrai, alors que vous avez eu des opérations enchaînées pour faire croire aux Allemands que c'était un faux débarquement, un général n'aurait jamais fait ça, mais un immense politicien l'aurait fait. Patton, c'est le contraire. Lui, très mauvais politicien. Déjà, il dit ce qu'il pense, puis il le dit cash, il n'en a rien à foutre. Et il s'excuse pas. Et Patton était profondément, violemment anti-soviétique. Il était même pour récupérer les armées allemandes et les braquer direct sur l'Union soviétique. Il l'avait affirmé à plusieurs reprises et publiquement. Le gars n'en avait rien à foutre. Et il y avait une opération comparable qui s'appelait Operation Unthinkable avec donc les Britanniques, opération impensable, le ton est donné, qui devait donc préparer une attaque, on embraye sur l'Union soviétique direct, une fois qu'on a fait Berlin, on enchaîne sur la direction de Moscou. Heureusement, ça ne s'est pas fait.
mais ça avait été réfléchi sérieusement. Et Patton, qui ne connaissait pas l'opération Unthinkable particulièrement, mais Patton aurait été un fervent défenseur de cette opération. Ça, ce serait le mobile de son assassinat par l'OSS, si jamais c'est bien un assassinat. Alors j'insiste pour vous dire que cette thèse de Robert Wilcox est prise au sérieux, elle n'est pas majoritaire, elle ne fait pas consensus, mais le consensus n'est pas du tout un instrument de recherche de la vérité, il ne l'a jamais été dans l'histoire et il ne le sera jamais, n'importe quel épistémologue le sait. Cependant, quand on donne des informations, on indique si elles sont consensuelles ou pas. Et quand on est épistémologue, ce qui est mon cas, on insiste aussi sur le fait que le consensus n'est pas et n'a jamais été un instrument de recherche de la vérité. Mais tout ça pour vous dire que la thèse de Robert Wilcox, elle n'est même pas présentée comme une théorie du complot. En fait, le Télégraphe lui-même, dans un article de Tim Shipman, discute le bouquin de Wilcox et souligne les éléments sérieux de sa thèse et insiste sur le fait qu'il a des arguments qui sont tout à fait recevables. Vous avez aussi des discussions dans Real History Resources qui vont aller dans ce sens. Donc, la thèse de Wilcox sur la possibilité que Patton fût assassiné est une thèse sérieuse bien que minoritaire. Et pour vous donner mon opinion personnelle, j'y adhère. Très personnellement, je pense maintenant, ma religion est faite là-dessus, mais je ne vous demande pas de penser comme moi, mais moi, très personnellement, je pense que le général Patton a été assassiné parce que c'est, avec la bénédiction du KGB bien sûr, parce que ses positions complètement anti-soviétique, complètement hawkish, faucon, était extrêmement dangereuse, aurait pu mener à une troisième guerre mondiale immédiate, et que pour éviter qu'un incident se produisît dans une Allemagne d'après-guerre qui était sous très très haute tension, certains ont pensé qu'il serait mieux de le réduire au silence. Et le problème avec quelqu'un comme Patton, c'est que la seule façon de le réduire au silence, c'est de le tuer. Alors bien sûr, pourquoi je vous parle du cas Patton ? Parce que c'est cette possibilité-là qui permettrait d'expliquer une thèse iranienne. Parce que vous avez donc deux thèses si on suppose que c'est un assassinat, bien sûr une thèse si on suppose que c'est un accident. C'est un accident, ce sont des choses qui arrivent. C'est quand même sacrément bizarre. Quand on est dans les services spéciaux, on ne croit pas aux coïncidences. On ne croit jamais aux coïncidences quand on est dans le renseignement. Mais quand on est dans le renseignement, on ne s'exprime pas dans la presse. Donc la thèse de la presse est rarement la thèse du monde du renseignement, qui lui est par nature paranoïaque et ne croira jamais aux coïncidences. Un peu comme un casinotier ne peut pas croire à une coïncidence quand il voit quelqu'un gagner aux machines à sous 3 fois d'affilée. C'est possible. Mais en termes de probabilité, c'est quand même sacrément improbable. Donc, on résume les trois thèses. Accident, assassinat israélien, assassinat iranien. Pour Kennedy, vous aviez la même chose, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'il y avait 1001 raisons de penser que l'assassinat fut soviétique, puisque Lee Harvey Oswald avait vécu en URSS et qu'il avait tout un tas d'échanges avec des agents de haut niveau dans l'Union, et que c'est nominalement lui qui a tué Kennedy. Comment on sait que ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Soviétiques qui ont tué Kennedy ? C'est qu'il n'y a eu aucune rétorsion américaine. Et en fait, c'est comme ça qu'on sait que Kennedy, bien entendu, je veux dire, on est en 2024, soyons sérieux, bien sûr, Kennedy a été tué par la CIA. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui fait plus le moindre débat dans le Sud global aujourd'hui. Et pour les gens qui ont encore un tout petit peu de neurones, bien sûr, vous avez certains boutons qui auront du mal avec ça, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus le moindre doute que Kennedy a été buté par la CIA, avec l'aide de la mafia et avec l'accord tacite du FBI. Pour tout un tas de raisons, et il suffit de regarder ce que la CIA disait de lui et ce que lui disait de la CIA, notamment qu'il allait la détruire en 1000 morceaux, et vous avez depuis plusieurs agents de la CIA qui ont témoigné, qui ont dit « oui, j'ai entendu quand j'étais à la CIA des gens dire qu'ils allaient se faire Kennedy », et pas se le faire médiatiquement. Mais dans le cas de Kennedy, donc, qu'est-ce qui a permis de savoir que c'était pas les Russes, ce qui était une thèse très très sérieuse en pleine guerre froide? Eh bien, c'était qu'il n'y a eu aucune rétorsion américaine contre l'URSS. Ça, c'est vraiment factuel historiquement, il n'y a eu aucune répercussion. Et bien là, c'est la même chose. Si jamais ce n'est pas un assassinat israélien, ou alors après, vous pouvez envisager encore pire, un panaché des deux thèses, c'est-à-dire, parce que dans le cas de Patton, c'est un panaché, c'est-à-dire que le KGB était d'accord, voire est intervenu.
La thèse de Wilcox, c'est qu'il a pu, lui, interviewer des gens de l'OSS, parce que c'est plus facile d'interviewer des gens de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et puis surtout, les Américains ont une culture de la déclassification qui est complètement différente de la culture ex-soviétique, qui eux déclassifieront jamais, enfin quasiment jamais. Donc c'était quand même beaucoup plus facile de parler d'ex-OSS que d'ex-KGB, mais la thèse sur Patton, c'est quand même que le KGB aurait participé. Donc, ça veut dire que vous vous retrouverez avec deux camps qui en fait ne veulent pas vraiment se faire la guerre, ou bien qui, au sein de la façon dont ils fonctionnent même, au sein de leur structure, ont des gens qui sont contre la guerre, et qui se mettent d'accord pour tuer un faucon, en l'occurrence Patton. Or, n'ayons pas le moindre doute, Raisi était un faucon. Alors ça, s'il y a bien une chose dont on peut être sûr, c'est qu'Ebrahim Raisi est un faucon dans un Iran qui est très complexe dans ses relations vis-à-vis d'Israël. On pense que, les Israéliens les premiers, pensent que l'Iran veut les anéantir, les exterminer, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. D'abord, si c'était le cas, il n'y aurait pas des députés juifs, en Iran. Ben oui, on oublie toujours ça, mais il y a des députés juifs en Iran. Et il n'y aurait pas encore aujourd'hui des juifs qui vivent en Iran. En fait, il y a même significativement plus de juifs qui vivent en Iran que de juifs qui vivent en Algérie. Évidemment que l'Algérie et Israël ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais la relation entre l'Iran et Israël est bien pire, tout simplement parce que l'AIPAC aux États-Unis a appelé à plusieurs reprises à bombarder l'Iran. Et des relais d'influence israéliens en Europe ont appelé à plusieurs reprises à bombarder l'Iran. Il n'y a pas de relais d'influence israéliens qui ont appelé à bombarder l'Algérie, par exemple. Eh bien, malgré ça, vous avez plus de juifs et de juifs qui occupent des fonctions professionnelles politiques en Iran qu'en Algérie. Donc la relation entre l'Iran et Israël, elle est en fait très compliquée, et elle est tellement compliquée que bien sûr, avant la République islamique d'Iran, sous le Shah, par exemple, il y avait un programme nucléaire commun, un embryon de programme nucléaire commun entre Israël et l'Iran, parce que du temps du Shah, qui était un allié inconditionnel des États-Unis, l'Iran et Israël étaient de facto des protecteurs mutuels, à plusieurs égards. Et puis ensuite, quand le Shah d'Iran est devenu insupportable à sa population, les Américains ont préféré la peste au choléra, ou le choléra à la peste, appelez ça comme vous voulez, parce que les deux alternatives au Shah, c'était soit la République islamique, soit carrément les marxistes. Et évidemment, donner à la Russie l'Iran, c'était pas possible. Donc, et on a vu ensuite avec l'Afghanistan. Donc, les Américains, malgré la prise d'otage de l'ambassade américaine, malgré tous ces problèmes, ont en fait un petit peu intrigué pour que ce fût plutôt la République islamique qui gagna que les marxistes. Et ça a été partiellement déclassifié. Donc, dans cette hypothèse-là, j'ai pris le cas de Patton parce qu'on a un faucon qui est tué sous cette hypothèse avec l'accord des deux camps pour maintenir la paix. Et là, clairement, Ebrahim Raisi est un faucon. Si jamais il n'y a aucune rétorsion de l'Iran sur Israël, là, on pourra être à peu près sûr que ce n'est soit pas un assassinat israélien, ce qui ne signifie pas que les Israéliens n'en sont pas capables. Je veux dire, il y a eu des assassinats très très spéciaux de la part du Mossad en Iran, et très précis, avec notamment une mitrailleuse télécommandée qui avait été installée à un carrefour, et les pilotes de cette mitrailleuse avaient pratiquement déjà foutu le camp quand elle a tué quelqu'un. Elle a tué un général sans même toucher sa femme. Donc on n'est pas sur un assassinat type Totorina en Italie, en Sicile, quand il assassine le juge Falcone, où là c'est tout le monde qui y passe avec du plastique sous un skateboard, sous un pont. Donc les Israéliens sont capables de faire ce genre d'opération, mais si jamais il n'y a pas de rétorsion iranienne, vous pourrez être à peu près sûr que soit ils y sont pour rien, soit ça a été fait, et je sais que ça paraît complètement fou à envisager, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les relations entre l'Iran et Israël sont complexes, soit ça a été fait avec l'accord d'une certaine faction, d'une certaine frange au sein de l'Iran. Et ce sont les prochains jours qui vont vous le dire. Bien sûr, dans le cas de Patton,
C'est encore dur aujourd'hui parce que c'est très politisé, c'était inavouable à l'époque. Alors, vous avez des cas qui sont beaucoup moins chargés politiquement et qui restent l'objet de controverses. Je peux prendre le cas de Van Gogh, par exemple. Vous avez un historien qui s'appelle 2 historiens, même Stephen Naifeh et Gregory White Smith, qui dans leur biographie de Van Gogh en 2011, Van Gogh, sa vie, présentent l'argument selon lequel il se serait pas suicidé et que ce seraient 2 enfants, René et Gaston Secrétan, qui, avec un pistolet, défaillant, auraient, mis une balle perdue dans l'abdomen de Van Gogh et que Van Gogh étant en effet un ancien pasteur, un chrétien qui prend sur lui et qui avait pris sur lui à plusieurs reprises puisque, il y a de très fortes raisons de penser que le coup de l'oreille arrachée, il s'est pas coupé complètement l'oreille, c'était un bout d'oreille et plusieurs témoins, et ça c'est connu dans les biographies de Van Gogh, savaient que lui et Gauguin, qui étaient ensemble à Arles, se battaient très souvent, notamment avec un sabre, en particulier quand ils étaient bourrés. Bien sûr, pas Van Gogh, qui est un type très doux et pacifique, mais Gauguin, qui est un petit peu plus tonique. Et beaucoup de témoins avaient confirmé qu'à plusieurs reprises, ils en étaient venus aux mains, Van Gogh étant sur la défensive, pardon, et Gauguin étant l'agresseur. Donc la possibilité que ce fût Gauguin, par exemple, qui eût découpé l'oreille de Van Gogh, un petit bout, et que Van Gogh n'ait pas voulu l'accabler, était demeurée tout à fait sérieuse, et en dehors même de la thèse de ces 2 historiens. Mais eux vont vraiment plus loin, ils se disent, bon, avec leurs arguments, qui sont recevables et qui sont sérieux, selon eux, Van Gogh n'était pas sorti, d'après plusieurs témoins, pour se suicider dans ce champ de blé. Ensuite, il y avait bien des problèmes entre les Secrétan, la famille Secrétan et Van Gogh, et il a interviewé plusieurs. Ils ont recueilli plusieurs témoignages, pas interview évidemment, mais ils ont recueilli plusieurs témoignages qui confirmaient que la famille Secrétan avait un pistolet. Et puis la plaie, bien sûr, quand on veut se suicider, on se tire pas dans l'abdomen. Ça, c'est quand même un truc qui est assez fréquent. Certes, la majorité des hommes dans le monde se suicident par balle. Enfin, les suicides par balle sont majoritairement masculins, mais pas dans l'abdomen, clairement pas. Donc là aussi, bon, c'est une thèse, mais elle n'est pas majoritaire, elle est chaudement débattue, alors qu'elle n'est pas politique. C'est là que je voulais en venir. La thèse évidemment, sur Patton, c'est encore plus politique, mais l'URSS n'existe plus. Et bien sûr, l'OSS a déclassifié certains trucs. Donc bon, clairement, la thèse sur Van Gogh, je la considère avec sérieux, mais j'ai pas d'avis. Enfin, je suis pas déterminé dessus. La thèse sur Patton, là, vraiment, mon avis est déterminé qu'il a été tué. Vous avez une 3e thèse, bien sûr, c'est sur le cas du maréchal Leclerc. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de livre publié, elle n'est pas prise au sérieux, et elle est très, très, très minoritaire. Donc moi, par exemple, je ne pense pas que le maréchal Leclerc ait été assassiné. Mais je sais que l'idée émerge parfois dans certains cercles, mais voilà, ni bouquin, ni discussion dans des journaux sérieux, etc. Donc, maintenant, dans le cas de Raïssi, les preuves circonstancielles et le mobile, c'est que ce serait un faucon et que évidemment, la dernière escalade, bon, qui n'était pas vraiment une escalade, alors peut-être que lui aurait voulu qu'une escalade s'accélérât entre Israël et l'Iran, peut-être, mais ça serait en tout cas un mobile ou une preuve circonstancielle. Alors vous avez une très bonne chaîne, qui est la chaîne AT Shui, qui débrief, qui doit s'appeler Débrief, cette chaîne, en tout cas qui est la meilleure chaîne pour tout ce qui est aéronautique francophone, dans laquelle vous avez donc ce lieutenant de vaisseau, donc l'équivalent de capitaine, 3 gallons, dans la marine, ancien pilote Rafale Marine et super étendard, qui clairement s'appelle Pierre-Henri Até Shui, qui lui évoque, il la défend pas. Il évoque la possibilité israélienne sur une autre coïncidence, et je rappelle que les services spéciaux ne croient jamais aux coïncidences, qui est que le crash a eu lieu près d'un village en Iran qui s'appelle Uzi. Voilà, donc bon, qui est le nom évidemment d'une arme de défense israélienne, l'Uzi, qui tient son nom de Uziel, son inventeur, le prénom de son inventeur.
Bon, voilà, il évoque, c'est là qu'il est très pro et neutre, puisque de toute façon, Pierre-Henri Chuet ne fait pas de géopolitique, il le déclare lui-même sur sa chaîne. Mais bon, il rapporte loyalement que cette thèse existe et que dans ce cas précis, si c'était signé, le fait que ça se soit craché au-dessus d'un village qui s'appelle Uzi pourrait être interprété comme un petit clin d'œil morbide. Alors là aussi, vous avez un autre cas, hein, c'est bien sûr le cas Prigojine. Prigojine, Wagner, dont je rappelle qu'il était déjà mort avant de mourir. Et oui, le prophète Mohammed conseille à tous les musulmans de mourir avant de mourir, c'est un hadith très connu. Et ben Wagner, enfin Prigojine, il était mort avant de mourir parce que en République démocratique du Congo en 2019, il avait été déclaré mort avant que RIA, dans un accident d'avion, bien entendu, il avait été déclaré mort dans un accident d'avion avant que RIA Novosti, l'agence France-Presse de la Russie, ne déclare que c'était faux et qu'il était en vie. Puis bien sûr, entre-temps, on l'a revu, puis entre-temps, il est vraiment mort, ou pas selon certains, mais certains minoritaires, bien sûr, faut loyalement le souligner, dans un accident d'avion. Donc, bon, bah là aussi, ce genre d'événement, et c'est toujours très très dur de faire la lumière dessus, puisque la thèse aurait voulu, dans ce cas-là, que Prigojine eût échappé à la CIA, pour le coup, puisque certains avaient évoqué la possibilité que son petit rififi russe eût été une façon de baiser la CIA, puisqu'au même moment, la CIA déclarait avoir perdu 5 milliards. Dont on ne sait pas trop à quoi ils avaient servi, mais au même moment, vraiment au même moment, la CIA a déclaré, ça c'est complètement factuel, qu'elle avait paumé 5 milliards. Alors certains avaient donc envisagé la possibilité que Prigojine ait pu les prendre à la CIA pour soi-disant organiser un coup d'État. Évidemment, si Prigojine n'était pas chauve, on aurait pu dire que c'était capillotracté, et ça l'est, soyons clairs. Je ne vais pas vous dire que c'est pas capillotracté. Évidemment, quelqu'un aussi dans les services vous dirait oui, mais tout est capillotracté dans les services. Bon, j'évoque juste ça pour faire un tour des scénarios. Ce qui est factuel, totalement et totalement confirmé et indiscutable, c'est que oui, Prigojine, il est mort avant de mourir entre guillemets, puisqu'en 2019, il a été déclaré mort dans les médias à la suite d'un accident d'avion en République démocratique du Congo. Et en fait, il n'était pas mort. Comme diraient les légendaires doubleurs de Nicky Larson en France, je l'avais fait exprès de dire que j'étais mort. Bon, voilà, alors pour conclure, notez bien que possibilité est différent de plausibilité. Ce qui est possible n'est pas forcément plausible. Typiquement aux fléchettes, c'est possible de mettre la fléchette sur une ligne de la cible, mais c'est pas plausible. Bon. Donc, c'est le tour d'horizon que je voulais faire là-dessus. Les conséquences géopolitiques pour conclure, l'Iran, comme le Japon en 1940 et comme Israël aujourd'hui, l'Iran est tiraillé entre faucons et colombes. Et ça date pas d'hier, hein, je veux dire, le président Mahmoud Ahmadinejad était un faucon, le président qui l'a suivi était une colombe. Je simplifie bien sûr, hein, mais quand vous comparez vraiment les prises de position, en particulier vis-à-vis d'Israël, vous avez eu en Iran une alternance faucon-colombe. Et cette alternance, elle révèle un rapport de force, elle révèle une pensée au sein des véritables maîtres de l'Iran, qui sont bien sûr les ayatollahs. Et elle est pérenne, elle continue. On va continuer à avoir une alternance faucon-colombe qui est une simplification. On n'est pas totalement un faucon, totalement une colombe. Mais Mahmoud Ahmadinejad, par exemple, était quand même très faucon. Le contexte le voulait aussi, bien sûr. Vous aviez la présidence Bush, vous aviez un Bernard Kouchner qui disait en France l'Iran doit se préparer au pire et le pire c'est la guerre. Donc un faucon, faucon et demi. Et c'est souvent ça le problème, c'est que quand vous avez des faucons de chaque côté, ça part en sucette très rapidement. D'ailleurs, c'est littéralement comme ça que vous avez eu la Première Guerre mondiale. C'était le camp des faucons qui avait gagné, aussi bien chez la Triplice que auprès de la Triple Alliance. Donc, c'est peut-être une purge des faucons qui peut avoir lieu entre l'Iran et Israël, parce que les relations sont plus complexes qu'on le croit. Si c'est le cas, le mandat d'arrêt international contre Netanyahou pourrait être utilisé contre lui en Israël. Attention, ça ne veut certainement pas dire qu'Israël va créer le précédent fou d'arrêter un Premier ministre qui plus est en exercice pour le confier à une organisation qu'elle ne reconnaît pas.
mais dans la presse, ça pourrait être utilisé contre lui pour le déstabiliser. Et puis pour dire, bah regarde tes conneries, regarde la liste interminable de tes conneries et des conneries du Likoud, ne pas avoir vu venir le 7, avoir financé le Hamas, avoir par tes conneries favorisé la création, favorisé la zeitgeist, la pensée dominante d'une solution à deux États, alors que le Likoud était censé faire le contraire, bah le résultat, et c'est ça le problème au billard, on peut se prendre des ricochets aussi, même quand on tire dans une direction qui était profondément contre la solution à deux États, bah on peut se prendre le rebond si on a mal calculé, et c'est littéralement ce que s'est pris Netanyahou, un rebond majeur favorable de soutien à la solution à deux États, ce qui est une défaite massive du Likoud. Et des rebonds comme ça, c'est pas la première fois que Netanyahou s'en prend, puisque il avait été totalement pour une politique très hawkish de la part des Américains contre les États alliés de l'Iran, notamment la Syrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça a favorisé l'Iran. Netanyahou était pour la destruction de l'Irak. Il avait même demandé à l'AIPAC de la soutenir du temps de George Bush. Sauf que ça a renforcé, mais de façon solide, l'Iran. Pareil pour la déstabilisation de la Syrie, qui a rendu l'Iran indispensable et la Russie indispensable à la survie de la Syrie. Pareil pour la déstabilisation du Yémen, que Israël voyait, enfin que le Likoud, c'est aussi ça évidemment, le Likoud c'est Israël à l'époque, mais il faut bien noter la différence, que le Likoud voyait d'un très bon œil et qui a complètement renforcé l'Iran. Et puis bon, la déstabilisation de l'Iran qui a renforcé encore plus le Hezbollah. Donc, et qui était, pareil, là aussi, vous l'aurez deviné, vu d'un bon œil par le Likoud et par Netanyahou. Donc, des rebonds comme ça, on s'en prend. Et Netanyahou s'en est pris sec. La Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale qui met un mandat d'arrêt intuitif personné sur sa tête, et le fait que maintenant la solution à deux États soit revendiquée par tous les BRICS, sans une seule exception, même des alliés naturels d'Israël comme l'Inde. Et ça, bien sûr, c'est une faramineuse défaite pour Netanyahou et pour le Likoud. Donc là aussi, si on allait dans la direction d'une purge des faucons de part et d'autre, eh ben, le mandat d'arrêt contre Netanyahou pourrait être utilisé contre lui. J'insiste, jamais Israël créera le précédent d'arrêter un Premier ministre en exercice, mais dans la presse, ça serait de la petite pique latérale pour lui dire quand même le bilan de toutes tes conneries. Et le mandat d'arrêt n'est que là le morceau de pomme dans le miel, parce que il y a bien pire. Typiquement, le 7, les conséquences géopolitiques de la déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, etc., qui avaient été vendues par le Likoud, encore une fois, comme très intéressantes pour Israël et qui en réalité ne le sont pas. Même si, bien sûr, Saddam était un ennemi déclaré d'Israël, ça va de soi. Bien plus dangereux que l'Iran, étrangement. Voilà, donc le tour d'horizon, les thèses à retenir et le cadre historique général. Le cas de Patton, pour moi, est le plus proche, en tout cas le plus intéressant pour déchiffrer tout ça. Et mon opinion personnelle est que c'est ce cas-là qui est le plus proche de la vérité.